Hello. Hello. Alors aujourd'hui, on va parler de réactivité canine. Donc c'est un sujet qui revient souvent. Je crois que c'est l'un des sujets qu'on a le plus souvent avec les chiens primitifs, nous, quand on va en rendez-vous. Il y a souvent beaucoup de réactivité et beaucoup de peur. Mm. Donc la réactivité, est-ce que tu sais un peu nous dire ce que c'est? Moi, je sais. Vas-y, Est-ce que dis-nous. toi, tu sais? Oui, Et moi, tu crois que je sais que je sais que tu sais? je crois que tu sais que je sais que je sais que tu sais. Ok, bon. Alors, on va savoir ensemble. Donc Alors, déjà, j'aime bien parce qu'on a parlé de réactivité canine. Ça m'a toujours un peu énervée. pourquoi? Parce qu'en fait, pendant très longtemps, on a parlé d'agressivité, agressivité. Mon chien est agressif. Ah, votre chien est agressif parce qu'il a montré les dents, tu vois. Donc, enfin, en tout cas, en tant que propriétaire de Shiba, je l'entends à longueur de journée, mais aussi dans le milieu de l'éducation, sur les chaînes YouTube, sur Insta et tout, c'était agressivité. Et à un moment donné, c'est devenu un gros mot, un peu comme les autocontrôles. Et là, non, non, le chien n'est pas agressif, il est réactif. Et maintenant, tout le monde parle de réactivité et plus vraiment d'agressivité. Du coup, les gens font pas mal l'amalgame C'est plus socialement entre... correct, Oui, socialement accepté de dire réactivité parce que c'est un peu comme t'as pas envie que ton chien soit mal vu. soit catégorisé comme Exactement. agressif. Et en plus, je pense qu'il y a aussi tout ce côté éducation positive, bien-être, chien dans une bulle de bonheur et de coton. Et du coup, il n'est plus agressif, mais réactif. Alors que, en vrai, il y a une différence factuelle entre la réactivité et de l'agressivité. Je pense que c'est important d'en parler dans ce podcast Oui, aujourd'hui. la réactivité, c'est une réponse exagérée par rapport à un stimulus. Ça peut être un autre chien, quelque chose qui te fait peur, un autre humain, un bruit, et là tu vas aboyer longtemps, lancer les Alors moi, dents, j'aboie pas, normalement. grogner, ce genre de choses. Donc ici, le but premier, c'est que émotionnellement, en fait, bah, t'es pas à l'aise par rapport à une situation et tu vas chercher à te remettre dans un mode où t'es cool et donc tu vas surréagir. C'est une En fait. décharge. Ouais, c'est ça. Tu vas surréagir dans une situation. Hmm. Mais il n'y a pas d'intention de faire mal, de causer des dégâts, ce genre de choses. Alors que quand t'es agressif, quand t'as un chien qui est agressif, bah, il a envie de te mordre, il a envie de te faire mal, pour les mêmes raisons, souvent parce que il a une décharge émotionnelle qui est un peu trop forte et tout ça. Hmm. Mais l'intention de faire mal, elle est pas là. Ouais, en Enfin, elle fait, est il là veut. dans l'agressivité. En fait, dans l'agressivité, l'intention de faire mal, c'est pas tant de vouloir faire mal, parce que la plupart du temps, les chiens évitent les problèmes, de peur justement d'avoir des blessures, parce que ce serait trop coûteux au niveau survie. Mais il y a l'intention de causer du mal pour faire fuir, Oui, parce que oui. c'est une situation qui ne leur plaît pas. C'est pas Donc par soit par méchanceté. Hein. agressivité, par exemple, un chien va essayer de mordre un autre chien, simplement pour que le chien s'en aille. Oui. Il peut aussi lui foncer dessus, il peut donc le charger. Tout ça, c'est de l'agressivité parce qu'il y a une intention de faire mal pour faire fuir la plupart du temps. Alors que la réactivité, c'est un chien qui réagit, Mais qui a trop une fort. réponse émotionnelle intense, Mm. mais il n'a pas forcément envie de faire fuir. La preuve en est la réactivité par frustration. Par exemple, je balade mon chien au bout de ma laisse. Et là, il aboie, il saute, il est complètement taré au bout de sa laisse, mais il n'a pas envie d'aller mordre l'autre chien, il a envie d'aller jouer avec l'autre chien. Donc il a aucune envie de le faire fuir, bien au contraire. Ouais. Il a envie de réduire cette distance qui le sépare de l'autre chien, parce que c'est par frustration, parce qu'il y a plein de raisons sous-jacentes. L'agressivité, on a un chien pareil qui rencontre un autre chien au loin, et là pareil, il est fou au bout de sa laisse, il aboie, il se jette et tout, mais lui ce qu'il a envie c'est d'aller faire fuir encore plus loin l'autre chien. Donc c'est, je pense, une des différences fondamentales entre les deux. Donc c'est pour ça que parfois les gens qui disent ah oui mon chien est réactif, oui il est réactif, il a une émotion intense, mais il est aussi agressif. Là il a envie de mordre en fait l'autre chien ou l'humain. Donc c'est important quand même de faire les deux, de différencier les deux Bah, et que ce soit pas un gros mot. Des fois un chien est agressif, il est agressif. c'est Kuma ça. était agressif. Ouais, lui, il faisait des petits trous. Hein. Donc à un moment donné il faisait ça par peur, certes. C'est pas un chien qui a envie de défoncer les autres chiens par plaisir du sang. Hein. C'est pas il a goûté au sang et maintenant il veut en découdre avec tout le monde. Il y a- Mais ça reste quand même une agressivité. Oui, il y a vraiment
cette intention en fait du chien, c'est-à-dire que tu peux réagir à un stimuli de façon fort, mais pas forcément hostile. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, complètement. Pas forcément en voulant mordre et tout ça, mais c'est la différence entre l'agressivité et la Et la réactivité. réactivité. Et Exactement. tu peux être réactif ou agressif par peur, par Ouais. frustration, Ouais. par protection. Il y a tout un tas de raisons. raisons, mais on va dire que pour moi, c'est vraiment comme dans le spectre de l'agressivité, la réactivité, elle est en dessous en fait. C'est un peu un spectre. Ouais, je comprends. Je pense qu'on va aussi parler des causes de la réactivité, de l'agressivité, comment les reconnaître. Ben, après, là, on a un petit peu aussi expliqué comment différencier les deux. Mais un chien agressif est un chien réactif, de toute façon. Mais un chien Oui, oui, réactif oui. n'est pas forcément agressif. Exactement. En C'est gros. exactement ça. En gros, c'est ça. Donc, la définition de la réactivité, bah, on l'a vu, c'est un comportement exagéré. Exagéré parce que l'émotion aussi est forte. Et ça, faut pas le perdre de vue, parce qu'un chien qui est réactif, il y a des gens qui disent, bah oui, finalement, il se jette au bout de sa laisse, mais moi, ça me dérange pas tant. Je passe, je sais pas, tiens, je donne un exemple. Le matin, quand on sort les chiens, donc on a deux types de balades. La balade de quand on va à l'école et qu'on est en retard, parce qu'on est tout le temps en retard. Donc là, les chiennes, elles ont pas le droit de renifler. En tout cas, pas beaucoup. En tout cas, c'est sûr qu'elles ont pas le droit de faire pipi, elles ont pas le droit de faire caca. Là, c'est on va à l'école, on dépose les enfants. Et vraiment, au moment où on dépose les enfants, là commence leur balade à elles. Et là, bah, c'est nous qui subissons tous les arrêts qu'il faut faire quand elles ont envie de faire pipi, quand elles ont envie de faire caca, renifler, machin. Mais sur ce chemin, maintenant qu'on n'est plus à Paris et qu'on est dans des endroits où il y a des maisons, il y a des chiens réactifs derrière des portails. Et il y a des chiens réactifs et Ouais, agressifs derrière les portails. Il y en a qui sont réactifs parce qu'ils aimeraient probablement aussi sortir un peu de leur maison et de leur jardin. Puis il y en a qui sont agressifs parce qu'ils défendent aussi leur propriété, etc. Nos chiens à nous ne sont pas réactives. La plupart du temps, elles ignorent. C'est-à-dire oui. qu'elles passent devant le portail, c'est un peu le chien à bois, la caravane passe, bah là c'est le chien à bois et Le chien Akiko passe. passe, tu vois. Mais si par exemple vous avez un chien qui en passant devant les portails des maisons dans lesquelles il y a des chiens qui aboient, qui sont réactifs, qui sont agressifs, et votre chien est complètement fou derrière le portail, oui, peut-être ça vous dérange pas. Finalement, ça dérange pas les voisins parce que vous passez, de toute façon, tout le monde aboie, ça dérange personne. Mais ce qu'il faut voir, c'est qu'à partir du moment où votre chien est réactif, c'est donc qu'il subit une émotion très forte. Oui. Et Souvent négative. faut pas l'ignorer parce qu'elle est probablement négative, même si c'est pas pour faire fuir ou pour attaquer. Ça peut être de la frustration, ça peut être de la peur aussi. Ou de l'insécurité. De l'insécurité. En fait, c'est jamais bon de laisser ça s'installer. Exactement. Parce que ça veut dire que ton chien, il n'est pas capable de gérer la situation par Et cette lui-même. émotion. Exactement. Donc, du coup, le truc, c'est que en laissant ça s'installer, avec la répétition, en faisant toujours la même routine et tout ça, en fait, ça peut s'ancrer de plus en plus profond. Et en fait, ton chien, il va commencer à anticiper qu'à ce portail, il y a tel chien, à ce moment-là, tel chien, il est comme ci, il est comme ça. Bah, et en fait, ton chien vient apprendre par lui-même que, il vient entretenir sa réactivité. Petite anecdote, donc tu te souviens, il y a un chien, deux anecdotes d'ailleurs, dont une vraiment cool, mais une un peu moins cool. On passait toujours devant un portail où il y a un chien qui réagit. Et nous, comme Nato n'est pas stérilisée, elle a des périodes de chaleur et pas de chaleur. Et en chaleur ou pas en chaleur, elle est différente de façon comportementale. Et il y a un moment donné, donc on passait toujours devant le portail où il y a un très gros chien derrière, mais c'est assez fermé, on voit pas très bien le chien. Elle réagissait pas, et puis un jour elle a réagi. Et puis finalement, le lendemain, elle a réagi encore un peu plus fort et un peu ainsi de suite. Puis ça commençait à être vraiment trop. Et à un moment donné, je sais même pas comment ça s'est passé. Ce portail s'est ouvert. Le chien est sorti. Alors, on a appris après que c'était une femelle, mais donc énorme malinois. Elle était vraiment immense et trapue. Elle devait jamais sortir de sa maison. Et là, elle a foncé sur Akiko, qu'elle a un peu attaqué quand même. Mais attaqué comme un malinois, c'est-à-dire bully, que quoi. voilà. Elle est venue un peu trop forte, bourrue un peu. Voilà, c'est-à-dire qu'elle a pas attrapé Akiko en la secouant dans tous les sens, mais quand même elle a mis les dents. Après c'est un malinois, ça met les dents facilement, mais voilà, donc une agression. Et puis finalement ce chien, en fait nous suit, enfin reste un peu avec nous, on a essayé de l'attraper parce que elle va se faire écraser. Elle s'était enfuie.
et les personnes dans la maison n'en avaient un peu rien à faire. Je sais pas, ils avaient pas réagi beaucoup. Ils avaient pas trop réagi. Non. Je pense qu'on était plus stressés que Ouais. finalement. Et en fait, finalement, ce chien a fini par se décharger un peu. Elle a couru partout. Puis après, on arrivait même à marcher avec les chiens et elle tranquille. Ouais. Et depuis ce moment-là, elle aboie quasiment plus quand on passe. Elle était juste frustrée. Enfin, elle était très frustrée Elle au était très portail, en fait. frustrée. Il y a beaucoup Exactement. de chiens pour que... enfin, Et qui même, viennent se et même renforcer. Nato, finalement, a arrêté de réagir. Bon, bah, je la connais. Oui, on s'est vu. Ouais. Bon, c'est pas Beaucoup qu'on s'aime, hein, pas du tout. Mais du coup, c'est passé. Donc, pour dire que, bah, à un moment donné, si on travaille pas, alors le but, c'est pas forcément de laisser sortir tous les chiens qui aboient derrière, mais ça va pas s'améliorer. Comme a dit Abdel tout à l'heure, votre chien, quand il commence à réagir à quelque chose, mais ça va pas s'améliorer si on ne produit pas les bons entraînements et les bonnes mises en situation Et puis pour que ça se produise souvent, bien. moi, ce que j'ai remarqué en rendez-vous, c'est que souvent, quand, pardon, quand t'es dans une situation avec ton chien et que ton chien il va réagir ou il va avoir une situation qui va être stressante pour toi et tout, les humains, qu'est-ce qu'ils vont avoir tendance à faire? C'est à éviter les situations pour la prochaine fois. Par exemple, je sais pas moi, il aboie devant tel portail, ou il aboie en passant devant le parc canin, ou il aboie dans une certaine situation. Qu'est-ce qu'ils vont faire les gens? C'est qu'ils vont se dire c'est relou et tout ça, donc je vais éviter ce genre de situation. En fait, le chien il va jamais progresser. Alors que si tu vois chaque situation comme une opportunité de travailler, de dire ok, bon, ça arrive assez souvent qu'elle aboie devant Oui. ce genre de portail. C'est pas parce qu'elle aboie une fois. Non, ça arrive assez souvent, c'est la fréquence qui vient te dire qu'il y a un problème récurrent. Et là, tu vas te dire, ok, comme je sais qu'il y a un problème dans cette situation, et ben là, il faut prendre le taureau par les cornes. Je vais voir ça comme une opportunité de régler le problème. Je peux gérer la distance du portail, par exemple. Je prends des super bonnes friandises. Je peux lui apprendre des choses dans cette situation. Et en fait, on vient un peu lui réapprendre en fait que dans cette situation, moi, tu vas réagir. Il va t'arriver des trucs cool, ce genre de choses. Et du coup, tu vas moins réagir parce que ça vient anticiper quelque chose de plus sympa que juste tu te renforces tout seul à aboyer avec l'autre chien. Oui, en fait, faudrait voir ça vraiment comme des datas à récolter finalement. Exactement, et pas éviter les situations quand elles se reproduisent souvent et se dire, ok, j'ai cette situation, donc il faut que c'est une opportunité de travail. Est-ce qu'on peut revenir sur la façon de travailler ça? Parce que typiquement, quand on fait le chemin, on a toujours un peu le même chemin, parce qu'on pense que c'est le meilleur, donc forcément on le prend. Je sais pas, il y a le trottoir est plus large, il y a plus d'herbe, bref, on a tous des patterns un peu dans la tête, des schémas qu'on reproduit. Et puis il y a aussi des portails où les chiens sont insupportables derrière, et en fait c'est pas tant que moi ça me dérange, c'est que je sais que moi passer avec mon chien, même s'il ne réagit pas, ça dérange le chien dans le portail, enfin derrière le portail. Donc comment faire? Déjà 2 choses. On a parlé dans le podcast de la peur, le fait de renforcer la peur, que ce soit possible totalement quand on ajoute un inconfort, de la peur, de l'insécurité, etc. Mais on ne peut pas renforcer la peur avec quelque chose d'agréable. Et c'est un peu pareil avec la réactivité ou l'agressivité. On peut renforcer une agressivité. Par exemple, mon chien aboie sur un autre chien par agressivité parce que là, il a envie de lui défoncer la gueule. Désolé pour le côté vulgaire, mais c'est vraiment ce qu'il ressent. Et là, on lui met une grande baffe dans la tête en disant tu ne le feras pas. Oui, on augmente sa réactivité, clairement. On peut cacher les signes d'agressivité, mais on va pas régler, et même au contraire, on va aggraver la réactivité et l'agressivité. Par contre, on ne peut pas aggraver la réactivité ou l'agressivité avec quelque chose d'agréable. Je mettrai un bémol sur le côté frustration, parce que je trouve que c'est quelque chose qu'on va aborder juste après. Mais par exemple, pour cette histoire de portail, parce que tu dis, il faut pas éviter. Mais il ne faut pas non plus passer juste derrière. On peut aussi... Il faut pas passer comme si de rien n'était et se dire, je vais vivre comme si de rien n'était. Et à force de passer, le chien va comprendre que ça sert à rien. Dans l'idée, il y a quand même 2 chiens. Il y a ton chien, puis le chien qui réagit derrière le portail. Nous, en tant qu'éducateurs, forcément, on pense aussi au chien qui est derrière le portail. Et quand on passait, par exemple, on peut pas jeter des friandises, même si on sait que ce serait hyper efficace, mais on sait pas si le chien
a pas le droit aux friandises, à des allergies, etc. Donc c'est pas possible de le faire. Mais par contre, je sais pas si tu te souviens, à chaque fois qu'on passait, on disait c'est bon, c'est nous, t'inquiète, tout va bien. Je vois que ça a amélioré les choses, ça n'a pas réglé le problème, faut pas non plus être bisounours, mais ça a amélioré. Ouais. Et on parle très très régulièrement, c'est un peu le truc des positifs ça, mais une exposition graduelle avec une distance contrôlée. Peut-être on passe sur le trottoir d'en face, peut-être on passe un tout petit peu plus près, de plus en plus, puis quand le chien réagit de moins en moins. Oui, c'est ça. Et du coup, si on devait résumer comment ça se développe un peu la réactivité, tu dirais que c'est quoi? Moi, je dirais qu'il faut retenir que il n'y a pas forcément d'intention de faire du mal. Il n'y a pas forcément de comportement hostile derrière. On parle très régulièrement de réactivité pour tout ce qui est peur et insécurité. Oui. C'est un peu la chose qu'on voit le plus souvent. Mais là, j'aimerais bien qu'on revienne sur la réactivité par frustration, Ok. qui n'est pas de vouloir faire fuir, bien au contraire, qui est de vouloir attirer. Par exemple, une balle sur une étagère. Le chien va être réactif. Il va aboyer, il va mordre peut-être l'étagère, il va sauter dans tous les sens. Ça, c'est de la réactivité par frustration. Oui. Il y a la réactivité par frustration. Il y a la réactivité due à une mauvaise socialisation ou à des mauvaises expériences qui se répètent. Donc, ce qui se passe, c'est que, par exemple, un bon exemple, c'est la première fois que tu emmènes ton chien chez le vétérinaire, il sait pas ce qui va se passer. Et là, le vétérinaire, il fait pas trop attention, il le prend, il écoute pas trop les signaux de ton chien, et puis il va commencer à lui faire la piqûre, regarder le forcer un peu, ce genre de choses. La première fois, ton chien, il subit, donc bon voilà. Mais la deuxième fois, tu vas commencer à voir que il va commencer à avoir de plus en plus peur de passer. Quand il va rentrer dans la salle d'attente, il va stresser, ou il va plus vouloir rentrer chez le vétérinaire, ou même le fait de passer dans la rue du vétérinaire va faire qu'il va commencer à tirer tout ça. Et quand tu vas l'emmener chez le vétérinaire, il va commencer à se débattre beaucoup plus fort, crier, aboyer, voire essayer de mordre. En fait, ça, la réactivité une réactivité s'installe suite à des mauvaises expériences qui vont se répéter. Il y a aussi une mauvaise socialisation. Donc souvent, les gens, ils veulent, dans la socialisation, ils veulent privilégier la quantité de socialisation. Ils vont essayer de faire tout voir à leur chien, les vélos, les caddies, les enfants, nanana. Et souvent, ce qu'il faut faire, c'est plutôt privilégier la qualité. C'est-à-dire que moi, je préfère qu'un chien voit moins de choses, mais que dans 100% des cas, ou en tout cas le maximum, ils vivent une bonne expérience plutôt que, je sais pas moi, ils montent sur un scooter, ils montent dans une voiture, ils montent dans le train, mais que, je sais pas moi, le scooter par exemple, il est vraiment, vraiment, vraiment pas aimé, tu vois. Ouais. Et donc il faut faire attention aussi à la qualité de la socialisation plutôt qu'à la quantité de la socialisation pour éviter que ton chien devienne réactif. Et puis surtout, la réactivité, on l'a dit, c'est une émotion très forte, un peu incontrôlable. Et le but, quand on socialise un chien, c'est de lui apprendre à contrôler ses émotions. Donc c'est ça aussi, c'est-à-dire qu'un chien, ça c'est, en tout cas moi je l'ai vu beaucoup plus au Canada. Je trouve qu'on a beaucoup moins ça en France ou en tout cas à Paris. Le côté frustration d'aller voir les autres chiens. Parce que nous, on lâche beaucoup les chiens. Oui. Donc les chiens ont souvent quand même la possibilité de se satisfaire d'un contact social. Contrairement à certains endroits où les chiens sont tout le temps attachés, très peu de contacts sociaux, ce qui fait que ça crée aussi beaucoup de frustration et donc de réactivité par frustration. Je préfère un chien qui sait se contrôler en disant « Ok, c'est ok, je vois un chien au loin, j'ai envie d'aller le voir, ce serait cool. Je peux montrer aussi de l'intérêt. La queue qui remue, je suis un peu frétillant, sans tirer sur ma laisse, mais je pointe un peu mon corps vers l'objet de mon désir, entre guillemets, sans forcément avoir une réaction de trop. Et ça, je trouve que la socialisation vient apporter justement, avec les fameux autocontrôles, ces réactions non excessives face à des stimuli qui seraient très très forts pour le chien. Ouais. Et il y a aussi ce qu'on appelle l'ambiguïté. C'est-à-dire que des fois, ton chien il va réagir, mais en même temps, il veut aller voir, mais quand il va voir, par exemple, l'autre chien, et que l'autre chien se retourne vers lui, et ben là, il devient réactif parce que finalement, il sait pas très bien interagir avec les autres chiens. Donc, des fois, il est pris entre deux émotions
En même temps, je vais aller voir, mais en même temps, quand je suis trop proche, finalement, j'ai pas envie d'avoir le contact parce que c'est trop pour moi. Du coup, parfois, il y a des chiens qui vont snapper, qui vont montrer les dents, et on va dire, bah, t'avais envie d'aller le voir, et Exactement. maintenant tu montes les dents Ouais, et tu genre au bout, snaps. où ça se trouve, le chien était ok pour se faire renifler 2-3 secondes, comme Akiko. Mais si tu la renifles trop longtemps, bien en fait, la cocotte, elle monte vite, et puis là, elle va lancer les dents. Tu vois, ou elle va aboyer sur l'autre chien et tout ça, et là, tu peux pas, tu comprends pas, tu vois. D'ailleurs, très bon exemple de comment on a traité cette réactivité, parce que c'était pas vraiment de l'agressivité, mais on a essayé d'augmenter sa tolérance. Parce que la réactivité, finalement, c'est aussi un manque de tolérance à la frustration. Par exemple, dans le cas de frustration, la tolérance peut être à un inconfort ou à la présence d'un autre chien. Oui. Donc tout ça, c'est des choses, des pistes, en fait, qu'il faut explorer parce que la réactivité, elle doit pas rester là. Elle doit pas s'installer. Et c'est un peu comme la peur, c'est un peu, malheureusement, un cercle vicieux après. Et les choses vont commencer à se généraliser. Il y a aussi la génétique, comme pour la peur, qui peut influencer sur la réactivité et la résilience. C'est-à-dire que quand ton chien il subit quelque chose de pas agréable, en fait, c'est quoi sa capacité à se remettre? Il y a des chiens qui vont se remettre beaucoup plus facilement et qui vont passer à autre chose, et il y a des chiens pour qui ça va marquer plus facilement, et du coup, ils vont apprendre à anticiper cette situation dans le futur, et du coup, peuvent devenir un peu plus réactifs. Donc il y a aussi le côté un peu résilience qui vient influencer. Et puis la génétique de prédisposition de race. Je veux dire, on sait très bien que les bergers ont des tendances à la poursuite. Ils ont été quand même sélectionnés pour ça. Ouais. On les met dans un environnement où il y a des joggers, des cyclistes, des choses qui courent partout. Des chevaux. Et d'un coup, ils ont plus le droit de courir après. C'est super frustrant. Ouais. Ou un beagle qui n'a pas le droit d'aboyer. Voilà, donc de sniffer au sol. Et puis voilà, les chiens japonais qui sont censés vivre avec plein d'autres chiens à côté, c'est pas génétiquement, c'est génétiquement compliqué pour eux. Donc tout ça, c'est aussi un travail de socialisation et de génétique à prendre en compte quand on travaille sur désolé, sur la réactivité. En fait, des fois, vous entendez des sonneries comme ça. Je vous explique. Je suis un peu bizarre comme personne. Et je sais que Alison, elle va se reconnaître. Elle m'a dit, mais c'est incroyable. Je mets des réveils et des minuteurs pour tout. Parce que sinon, j'ai du mal à gérer mon temps. Donc, quand je fais une machine, je vais mettre un minuteur. Il y a des réveils pour les départs quand j'ai des rendez-vous. Il y a des réveils pour quand je dois aller chercher les enfants. Il y a des... Enfin, sinon, en fait... On vit dans un monde de réveil. En fait, Abdel, lui, il va oublier. Et donc, il sera juste en retard ou absent. Et moi, je vais pas oublier, je vais justement trop y penser. Et en fait, si je mets pas le réveil, je vais me dire tout le temps, ah, faut que je parte bientôt. Ah, c'est bientôt. Ah, bah attends, c'est dans combien de temps? Moi, est-ce que j'ai le temps? Donc bref, je suis désolée pour tous les réveils. Pour tous les réveils, les petites interruptions. Habituez-vous. Ouais, habituez-vous. Est-ce que tu peux nous donner un peu les signes pour reconnaître la réactivité? Bon, en général, quand tu as un chien qui est réactif, tu reconnais un peu, mais souvent. Alors, c'est quand même assez proche, je trouve, de l'agressivité. C'est pour ça que les gens confondent aussi pas mal. Et c'est très difficile quand on travaille avec un chien qui est réactif en laisse. Est-ce que c'est de l'agressivité? Est-ce que c'est de la frustration? Finalement, il gémit, il a le regard fixe. Quand on sait très bien lire les chiens, je trouve qu'on arrive quand même à percevoir quand c'est plus de l'agressivité que de la frustration. Mais dans le regard, c'est quand même un regard fixe et pas très très ouf. Ouais, le corps il va être tendu. Le corps est tendu, les poils sont hérissés, et surtout, on le voit même quand un chien remue la queue, ce n'est pas forcément positif, surtout quand elle est tendue, quand elle est des mouvements très saccadés. Ouais. Tout ça, c'est pas terrible. Et puis évidemment, après sauter, foncer vers le stimulus, tirer sur la laisse, etc. Après, et c'est pour ça qu'on en a parlé un peu tout à l'heure, un chien qui aboie occasionnellement, il est pas forcément réactif. Un chien, ça aboie. Je veux dire, c'est normal. Un humain, ça parle. Eh ben, un chien, ça aboie. Et c'est pas pour autant qu'il est réactif. Donc, quand il y a des choses qui se passent un peu exceptionnelles qu'il aboie, il n'est pas réactif, il est juste, lui. D'ailleurs, tu disais tirer sur la laisse. Le propriétaire, il peut aussi renforcer la réactivité de son chien. Oui. Dans une situation, quand lui, par exemple, il va se tendre. Alors souvent, on va dire, oui, mais en fait, tu vois un autre chien, faut que tu sois totalement détendu et tout. Ben non, quand ton chien, il a essayé de snapper un autre chien. Vaut mieux que tu saches le retenir bien comme il faut. C'est sûr que tu vas te tendre. Enfin, t'as beau dire ce que tu veux, c'est naturel même chez nous. Donc, ce qu'il faut faire, c'est là, par exemple, quand tu sais que naturellement, tu vas tirer, par exemple, sur ton chien, mais en dehors de la situation, il faut lui apprendre que le fait de tirer sur la laisse, par exemple, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire viens me voir, ça veut dire laisse. Quelque chose qui n'est pas négatif. Voilà, c'est ça. Et donc, des fois, ajouter du stress à du stress, mais ça va augmenter les réactivités. Ton chien, s'il est même pas capable,
si toi t'es même pas capable d'avoir l'émotion que tu veux pas que ton chien il ait, c'est-à-dire toi tu vas être surstressé, tu vas dire non à ton chien en tirant, mais ton chien il est déjà stressé par un autre stimulus et en fait il doit gérer deux stimulus stressants en même temps. Et en fait c'est impossible qu'il se calme dans ce cas de figure-là. Donc on peut renforcer de façon involontaire en tirant, en intimidant, en criant, ce genre de choses. Ouais. Bah, on oublie souvent que l'humain aussi est conditionné et conditionnable et que quand on a un chien réactif ou agressif, bah, l'humain aussi devient réactif. Alors pas agressif heureusement, mais réactif, ça c'est sûr. C'est-à-dire que nous, en tant que propriétaires et pourtant éducateurs hein, d'un chien agressif et réactif, forcément quand on voit des stimuli au loin qui vont faire réagir notre chien, nous-mêmes, on va y réagir. Et c'est totalement classique et normal. Mais quand même, moi je dis quand même aux gens, essayez quand même de vous calmer, vous allez transmettre le stress aussi à travers la laisse. Maintenant, ce que dit Abdel, c'est que les exercices, par exemple, ce qu'on fait, nous, en cours de tension sur la laisse, ça dit au chien, quand il y a aucun stimulus visible, t'inquiète pas, quand je tire sur la laisse, reviens me voir, t'auras des friandises. Comme ça, le jour où je vais tirer sur ma laisse, parce que je vais voir un chien, que je sais que mon chien va aboyer et que la situation va dégénérer, lui, il y aura quand même cet apprentissage. C'est milliers de répétitions qui disent à ton chien. Exactement. Mais quand tu tires, mais c'est tellement mieux ce qui va t'arriver si tu suis l'attention que si tu continues à tirer de l'autre côté pour voir l'autre chien. Exactement. En gros, pour résumer, parce qu'on parle beaucoup, mais pour identifier des signes de réactivité et savoir si votre chien est réactif, c'est tout simple. Vous observez la fréquence et l'intensité des comportements. Votre chien, il aboie de temps en temps derrière les portails où il y a des chiens qui aboient, c'est normal. Maintenant, s'il aboie systématiquement tous les jours et que ça devient de plus en plus fort, la fréquence et l'intensité augmentent, là, ok, vous commencez à avoir un chien réactif. Oui, et c'est vraiment là-dedans qu'il faudra, avoir. Tu rencontres un chien en laisse et ton chien, il a du mal à s'en remettre. C'est-à-dire qu'il va rester longtemps focus sur le chien, tu vas lui proposer une friandise, elle va pas la prendre, ou alors il va la prendre vite, il va retourner, aboyer sur l'autre chien et il va le suivre du regard pendant ultra longtemps, où il va aboyer dès que le chien il est super loin, genre à 30 mètres, il est déjà en mode ah qu'est-ce qui se passe. Bon bah là oui, tu commences à entrer dans ce qu'on appelle la réactivité. Alors maintenant, on va essayer de passer à une étape qui intéresse, je pense, beaucoup les gens, c'est comment gérer et prévenir cette réactivité, agressivité. Ouais. On en a parlé un peu tout à l'heure avec la socialisation. Ouais. Dès le plus jeune âge, bon bah il y a le travail de l'éleveur, ça vous y êtes pour rien, vous pouvez pas le faire, vous n'êtes pas éleveur. Mais n'empêche que vous avez quand même un chiot qui arrive pour la plupart des gens assez jeune. Donc bah là le cerveau il est malléable, le cerveau il est en construction. C'est toujours plus facile de créer des bons chemins neuronaux que de laisser faire la forêt vierge et les mauvaises herbes s'installer. C'est toujours plus difficile de rattraper un terrain où il y a beaucoup de mauvaises herbes plutôt que de bien tailler dès le départ. Si ton chien il a créé un chemin et que du coup il a l'habitude de le prendre, en fait, faut lui réapprendre à prendre un autre chemin en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est difficile parce que quand tu as déjà l'habitude de faire quelque chose, mais réapprendre un autre chemin et que l'autre chemin soit plus fort que le premier. Ça c'est assez difficile, mais c'est moi je prends toujours cette image en tête quand vous baladez en forêt. Là normalement ceux qui nous écoutent ont tous des chiens. J'espère que vous allez tous en forêt très régulièrement avec vos chiens. Vous empruntez quand même très rarement les petits chemins de traverse où il y a des buissons partout, il y a des ronces, des machins. Enfin, qui fait ça? Tout le monde emprunte les chemins déjà tracés la plupart du temps. Nous, ça nous est déjà arrivé une fois de pas le faire dans le maquis encore. On n'a pas aimé. C'était une très très mauvaise idée, on s'est à moitié perdu là-dedans. Donc, votre chien, le cerveau de votre chien et votre cerveau à vous d'ailleurs, c'est la même chose. En fait, il emprunte des chemins qu'il a l'habitude de faire, d'emprunter, et plus il les emprunte, plus ça devient facile. C'est pour ça que c'est difficile de prendre une nouvelle habitude, mais une fois qu'on l'a, c'est très facile. On sait exactement quoi faire. Bah là, faut dire à votre chien quoi faire, faut lui apprendre dès le plus jeune âge, dès que vous l'avez, ça c'est vraiment très important. Maintenant, vous avez un chien qui est déjà réactif, bah qu'est-ce qu'il faut faire? C'est l'exposer graduellement à différentes situations et environnements, parce que ce qui peut aussi se passer, c'est que votre chien, par exemple, il est réactif sur un chemin, par exemple, où il se passe toujours des choses désagréables, mais s'il vous plaît, montrez-lui d'autres choses, qui voit que c'est possible de ne pas être réactif. Peut-être que si jamais vous avez un chien réactif au jogger, n'allez plus jamais dans les endroits où il y a des joggers le temps du travail. Comme dit Abdel, le but, ce n'est pas d'éviter toute la vie et toutes les situations, mais il faut lui montrer qu'il y a autre chose pour ensuite pouvoir travailler sur la réactivité. Alors comment on travaille? Il y a plusieurs approches à adopter. Est-ce que tu peux nous en parler, Abdel? Il y a la gestion de l'environnement, c'est-à-dire que souvent on va utiliser une distance. Ton chien il va pas réagir de la même manière. Admettons qu'il est réactif au jogger. Il va pas réagir de la même manière
s'il y a un jogger et s'il y a 100 joggers. Mm. Okay, il va pas réagir de la même manière si le jogger il est à 2 mètres de toi que si le jogger il est à 100 mètres de toi. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Il va peut-être pas réagir aussi pareil si il a des bâtons que s'il en a pas. Ce genre de choses. Donc ça, c'est à prendre en compte aussi. Ouais. Faut jamais mettre ton chien, faut pas qu'il dépasse son seuil de tolérance Ouais. en te disant tiens je vais le mettre là et puis il va finir par s'habituer un peu pour comme la peur. En fait c'est les mêmes outils, c'est le contre-conditionnement et la désensibilisation graduelle. Et juste pour revenir, comment tu vois que tu as dépassé le seuil de tolérance de ton chien? Qu'est-ce qui te dit que là j'ai dépassé? En fait il déclenche ou il déclenche pas. Donc Okay. soit il peut être concerné, c'est-à-dire que je vais voir le jogger au loin, ok, je vais commencer à regarder, à le fixer, ce genre de choses, mais je vais pas me jeter au bout de ma laisse, aboyer, ce genre de choses. Par contre, si le jogger se rapproche et que là le chien il commence à aboyer, il commence à se jeter au fond de sa laisse ou à tirer vraiment trop et qu'il est plus capable de t'écouter, c'est-à-dire qu'il est rentré dans son tunnel, il est pas capable de se sortir pour te regarder, pour revenir vers toi, prendre une friandise par exemple, mais en fait là tu as dépassé son seuil de tolérance, c'est impossible là il faut que tu augmentes la distance, soit tu recules, soit tu t'enfuis. Finalement quand la réactivité quand il répond plus. Voilà. Quand il répond plus. Et quand la réactivité avec des intensités fortes se déclenche, là c'est une data dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Ça veut dire que là, tu as dépassé le seuil de tolérance. Et tu dois prendre en compte à quelle distance. C'est-à-dire que tu te dis, en moyenne, mon chien, il réagit à 10 mètres. Ok, commence à 20. Commence à travailler à 20. Tu te mets dans un endroit où toi, tu peux gérer la distance. Par exemple, je sais pas, moi, les joggers passent toujours dans cette route. Ok, je vais mettre à 20 mètres de cette route-là. Je sais que mon chien ne déclenche pas. Voilà. Je sais que le jogger va pas venir. Exactement. Et puis là, je peux commencer à lui demander des choses qu'on a déjà travaillées, des petits trucs, pour voir s'il est encore connecté avec moi. Okay. Du coup, tu fais un travail de désensibilisation. De désensibilisation et de contre-conditionnement. Comme je vous ai dit... on en parlera souvent, hein, parce que c'est quand même des outils très importants. Le contre-conditionnement, c'est associer le stimulus qui fait réagir ton chien à quelque chose de positif. C'est-à-dire que plutôt que de le voir comme quelque chose de négatif, ce qui le fait réagir. Exactement. C'est changer sa perspective. Ouais. C'est changer sa perspective par rapport à la chose. Ok. Je perçois un truc comme quelque chose de négatif ou quelque chose de dangereux menaçant. Ou de menaçant. Et là, le but, c'est de réassocier une émotion. Donc, une émotion qui du coup était plutôt négative. C'est ça. On va la reconditionner en étant positive. Ok. Et donc, cette émotion-là, enfin, ce que je veux, c'est que quand ils voient le jogger, ils disent, ok, la vue d'être jogger est associée à quelque chose d'agréable. Souvent, ça va être de la nourriture ou un jeu ou ce genre de choses. Donc là, on veut changer sa perspective par rapport à cette chose-là. Et en fait, qu'est-ce qu'on va faire ici? Après, c'est qu'on va désensibiliser de façon graduelle. Là, on va commencer, ok, là, t'es à 20 mètres, bon, tu commences à moins réagir au loin au jogger, mais là, on va commencer à aller à 19 mètres, puis à 21 mètres, puis à 18 mètres, ce genre de choses. Donc là, on vient augmenter un peu nos exigences une fois que ça va mieux. Mais quand il y a la réactivité, c'est pas forcément pour faire fuir, donc c'est pas forcément à caractère hostile. Par exemple, un jogger, parfois, c'est pas forcément pour aller attaquer parce que je veux qu'il parte, c'est une question d'instinct de poursuite et de suivre. Du coup, là, ce qu'on peut faire, c'est entraîner des alternatives. C'est-à-dire que là, tu as envie de courir après un jogger, mais franchement, non, ne le fais pas, s'il te plaît. Ne lui mords pas les mollets. On peut lui apprendre des comportements alternatifs et même des comportements incompatibles. Par exemple, gros, des comportements de remplacement. Exactement. Ouais, ça, c'est hyper important parce que souvent, on n'en parle peut-être pas assez. Et on en a parlé d'ailleurs sur le fait de l'attention sur la laisse. En gros, si tu vois quelque chose qui te fait réagir, bah là, moi, comme comportement que je te demande, c'est de revenir vers moi. Ça, je l'ai pas mal appris aux vieux de la maison. Par exemple, Akiko et Kuma qui étaient assez réactifs envers les chiots. En fait, intolérants, c'est-à-dire qu'un chiot, c'est un chiot, quoi. Et ils avaient tendance à être un peu trop sur eux, à les disputer souvent. Puis là, je leur demande un comportement alternatif, plutôt que de rester là et de les faire fuir, les chiots, parce que ils comprennent pas forcément toujours. Là, moi, ce que je te demande, c'est que plutôt que d'utiliser ce comportement-là, fuis, va ailleurs. Monte sur un canapé. Pour ça, j'ai fait de la gestion de l'environnement. Ouais. Les chiots n'ont pas accès partout, comme ça, les vieux ont un point de repli. Mais ça, c'est des comportements alternatifs. Faut en parler parce qu'on en parle très peu. On parle beaucoup de gestion de l'environnement, alors que c'est quand même des outils hyper importants. Et souvent aussi, ce qui va emmener les gens dans l'échec,
surtout quand tu vas faire un travail de désensibilisation ou ce genre de choses, ou de contre-conditionnement, ça va ensemble, hein. Mais c'est que la plus grosse erreur, et il y a beaucoup même d'éducateurs canins qui sont pas au courant de ça, c'est qu'ils vont pas protéger leur entraînement. C'est-à-dire que les gens vont vivre et ils vont se retrouver dans le fait accompli et vont se dire ah Abdel il m'a dit dans le podcast faut que je mette à 20 mètres et que ceci et que cela. Mais il y a des jours où t'es mal luné, il y a des jours où t'as pas le temps. t'as pas le temps, il y a des jours où je sais pas, t'es juste C'est allé pas chercher possible. la baguette, il pleut, ce genre de choses. Et à ce moment-là, bah, c'est toujours le moment où tu vas rencontrer un chien ou un truc soudain qui arrive dans l'environnement, ton chien va déclencher et tout ça. Genre par exemple des propriétaires qui disent mais il est gentil. Oui, mais c'est pas le tien qui me fait peur, c'est le Exactement. mien. Et souvent les gens ils vont pas protéger leur entraînement. C'est-à-dire qu'ils vont pas mettre le contexte plus l'apprentissage pour que quand ils se retrouvent dans la situation, ils arrivent pas, enfin, ils arrivent pas à gérer. Ouais, bien Donc, sûr. comment tu protéger. protèges un entraînement? Ben déjà, tu vas pas travailler dans le fait accompli, ok? Jamais. Toujours travailler en amont. Donc, dans le fait accompli, tu gères comme tu peux. Tu prends ton chien et tu te barres. C'est pas le moment de travailler. Là, c'est le moment d'éviter la situation. Ouais, là, c'est le moment de te barrer. Mais tu sais que tu as ce problème, donc tu sais qu'il va falloir apprendre des comportements pour que le jour où tu arrives dans la situation, t'aies les outils. Eh ben, t'aies les outils. Nous, on parle beaucoup de comportement outils. Exactement. Donc ça, c'est vraiment important. C'est quelque chose qu'on pourra aborder, je pense, dans un des c'est des comportements, ouais, c'est des comportements qui vont vous servir et toute votre vie et c'est des comportements alternatifs à ce que le chien aurait pris comme décision de façon basique lui-même. Ouais, tu vois ce que je veux dire? Et donc par exemple, un bon exemple pour protéger son entraînement, c'est de mettre un harnais spécial travail. Par exemple, pour les chiens guides d'aveugles, ben, ils sont conditionnés. C'est un peu comme les humains quand ils mettent un uniforme. Un policier, quand il met son uniforme, il va pas se comporter de la même manière que quand il est samedi, dimanche en jogging. Et pourquoi? Parce que ça vient le conditionner, le mettre dans un état mental qui dit ok, là, quand je suis comme ça, je suis policier. Je suis pas Jean-Pierre Dupont, je suis policier. Donc, je me comporte comme un policier. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Jean-Pierre Dupont, j'adore. Je sais pas. Bon, bref. Non, mais très bien. Et donc, un des outils, par exemple, moi que j'aime beaucoup avec les chiens enfin qui sont réactifs, c'est d'avoir un harnais spécial de travail pour que même le jour où t'es mal luné, ton chien il est un peu relou ou ce genre de choses, tu dis, ok, là il a pas son harnais de travail, donc je vais pas être ultra exigeant, mais le jour où il a son harnais de travail, là, je sais que j'ai mes friandises sur moi. Je sais que j'ai le bon contexte avec moi. Quand tu pars à l'arrache, que t'as pas de friandises, que tu sais que ça peut être compliqué, tu sais, ne lui mets pas son harnais de travail. C'est ça. Comme ça, tu vas protéger ton entraînement de quand il met son harnais de travail, là, tu sais que tu vas être irréprochable. Parce que tu peux perdre, franchement, des mois de travail si jamais t'as pas protégé ton entraînement versus si tu l'as protégé. Bien sûr. Après, bah, faut aller voir un professionnel si jamais. À chaque fois, on va dire ça, à la fin. Pourquoi on dit ça? C'est parce que des gens qui disent ah bah oui, il a déjà mordu 3 fois. S'il a mordu 3 fois, va voir un professionnel. Enfin, c'est dangereux pour toi parce que bah finalement, tu risques des problèmes probablement avec la justice, avec le service vétérinaire, avec les autres personnes. Bah, j'ai un Malinois d'ailleurs qui a mordu une dame. Le gars invite la dame chez eux et la dame elle secoue pour jouer la femme du gars. Ok, le Malinois il vient et il a chopé, il a snappé la dame au bras. Ok, et du coup pas super sympa cette meuf. Tu sais ce qu'elle fait depuis? Elle fait du chantage à la plainte. C'était il y a 2 ans et elle fait du chantage à la plainte. Encore 2 ans après. Encore aujourd'hui, là, elle dit si tu me donnes pas 7000 €, je vais porter plainte. Non. Oui, je te jure. Et le gars m'a demandé d'évaluer son chien et de lui faire une lettre comme quoi. Et en fait, la meuf fait du chantage au gars. C'est incroyable. C'est horrible. Donc voilà, clairement, régler les problèmes de réactivité. Quand on dit avec un professionnel, pourquoi? C'est parce que, bon là, vous écoutez un podcast de gens qui sont éducateurs. Oui, un podcast mais à l'arrache, il y a, ouais, mais n'empêche qu'il y a quand même, j'espère, des bonnes solutions dedans. Mais il y a toujours, justement, Jean-Pierre Dupont, là, qui te donne un conseil de, bah, attends, mets-lui un collier électrique, tu verras, il arrêtera d'aboyer. Bon, non, allez voir un professionnel en positif qui va vous donner peut-être juste en un bilan, peut-être au moins les bons outils et les bons conseils, en sachant que quand vous avez un chien réactif, on l'a dit, c'est la fréquence et l'intensité. Bah, c'est le moment que ça s'aggrave pas non plus, parce que quand vous avez un chien qui mord, bah, il risque l'euthanasie, en fait, à chaque sortie. Ouais. Parce que vous êtes pas à l'abri. Bon, elle fait une menace à la plainte, mais il y en a qui portent réellement plainte. Il y en a qui passent pas les évaluations comportementales.
bon bah c'est quand même entre guillemets un risque de mort à chaque sortie il va peut-être choper un chien, etc. Donc dans les cas les plus importants, oui, je pense qu'il faut vraiment faire appel à un professionnel pour régler les problèmes. Et ça peut paraître un peu bête, ça fait un peu genre on, on on fait une pub pour les éducateurs canins, mais en vrai, quand la voiture elle freine plus, bah on va voir un garagiste quoi. Donc voilà, Oui, j'aimerais que oui. ça rentre un peu plus dans le Dans les mœurs. oui, parce que finalement c'est un peu genre un chien, c'est un peu comme un objet, et c'est pas grave si on n'a pas de connaissances, et c'est pas grave si on fait n'importe quoi. Un chien, ça mord, ça peut mordre, et ça peut faire du dégât, donc c'est pas anodin de prendre un chien. Et mine de rien, ma vétérinaire m'a dit que les petits chihuahuas, c'est sûr qu'ils vont pas nous tuer en nous chopant à la gorge, on est bien d'accord. Mais une morsure de chihuahua, eh ben les vétérinaires peuvent en témoigner, ça fait super mal. Non, mais c'est sûr. Donc voilà, ça peut paraître bête, mais ça peut quand même être important. Et puis un dernier petit conseil, la patience, ça se résout pas en la Ouais, réactivité, non, c'est parfois c'est long, long, hein. ça peut être long. Ouais, ça peut être vraiment long. Et puis, il y a beaucoup de choses à apprendre. Et souvent, pour régler ce genre de problème, que ce soit la peur ou la réactivité, t'as pas besoin un expert d'éducation canine. Par contre, tu as besoin d'un expert de ton propre chien. Oui. En fait, tu dois vraiment le connaître sur le bout des doigts, pouvoir anticiper. Et Et d'ailleurs, même admettons que vous fassiez appel à un éducateur, à un comportementaliste, à un professionnel, je pense que tous les professionnels vous diront c'est à vous d'éduquer votre chien. C'est-à-dire que moi, si demain je prends un chien, je sais pas, n'importe quel chien à la maison, il va être différent d'avec son propriétaire. Et c'est important que vous soyez professionnel, que vous professionnalisez dans la réhabilitation de votre propre chien au quotidien, avec ses réactions, avec vos réactions. il y a un dernier truc que je voulais dire, parce que bon, on en a déjà parlé, tout ça, dans un précédent podcast, il me semble. Mais c'est important de prendre quelqu'un en positif, parce que ce qui va se passer souvent, surtout pour la réactivité, c'est que souvent, si tu prends un éducateur en traditionnel, il va éteindre, Oui. il va venir punir les comportements qui vont te prévenir. C'est-à-dire les grognements, il va les réprimer, les aboiements, il va les réprimer, ce genre de choses. Et il vient cacher tous les signaux qui pourraient te dire que ton chien il est mal à l'aise là-dedans. En vrai, il éteint l'alarme à incendie. C'est-à-dire qu'il y a le feu intérieurement dans ton chien, il y a le feu dans ta maison, mais là, t'as aucune alarme qui te dit que là, il y a le feu. Ouais, exactement. Moi, ça peut sembler contre-intuitif, mais quand mon chien il grognait, quand Kuma il grognait, ou même certains chiens de clients qui grognent, en fait, je viens récompenser le fait qu'il grogne, parce qu'il m'a prévenu, et deux, je viens lui demander un comportement alternatif, reviens vers moi, fais autre chose. Et puis il nous a prévenu nous, puis il a prévenu aussi l'autre chien en face. Exactement. Donc il faut jamais réprimer un comportement, même si toi ça te fait peur, t'es pas à l'aise et tout ça, t'es stressé et tout. En fait, faut jamais réprimer le fait que ton chien il communique. Je préfère qu'il communique, qu'il grogne toute sa vie et qu'il morde pas, plutôt qu'il se fige, il regarde l'autre chien de côté, il lève à peine la patte, il fronce un tout petit peu les babines et bim, il l'attaque. Ok? Non, moi je veux qu'il grogne, qu'il s'éloigne, qu'il lève bien la patte, qu'il exagère les communications. Nous, on essaie d'augmenter énormément et d'exacerber cette communication canine. Exactement. Parce que, en plus, on en voit pas mal en Akita, mais il y a plein de chiens à qui ça arrive. L'Akita, c'est même pour des chiens qui n'ont pas été réprimés, ils ont cette tendance à être très placides et puis d'un coup démarrer. Mais les chiens qui ont été réprimés, en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que, ils ne font rien, puis d'un coup, ça explose. Je préfère que tu me le dises, en fait. Et tu sais, ce qui se passe souvent aussi, c'est que les gens en traditionnel, qu'est-ce qu'ils vont mettre? C'est qu'ils vont mettre la muselière à ton chien. Ok, donc déjà, souvent, ils l'ont pas mis avec bien consentement. Hein, Ok, donc ils vont lui mettre la muselière. Et une fois qu'il a la muselière, le chien, en fait, grosso modo, il s'en prend plein la gueule. Il s'en prend plein la gueule parce que ils lui mettent la muselière, donc numéro 1. 2, ils vont le mettre dans une situation de merde face à d'autres chiens, un peu comme comment il s'appelle? César Milan. J'avais vu une vidéo une fois où il faisait ça. En fait, il a mis la muselière et après il le met dans une meute avec d'autres chiens. Ouais, je sais, j'avais vu cette vidéo. Le fait qu'il y ait plein de chiens, en fait, ça va inhiber ton chien. Mais là, c'était alors tout à fait, ça l'inhibe complètement. Donc demain, tu le remets en one-to-one avec un autre chien, c'est pas dit qu'il ne défonce pas l'autre chien. Donc ça n'a aucun intérêt. Inhibé. Et donc, qu'est-ce qui s'était passé? C'est que le chien, en fait,
il avait appris qu'à chaque fois que tu lui mettais la muselière, parce que c'était le seul moment, parce que dans le reste de la vie, ça allait, à la maison, ça allait, tout ça. Mais grosso modo, qu'est-ce qui se passait? C'est qu'à chaque fois qu'on lui mettait la muselière, qu'est-ce qui se passait juste après? Il s'en prenait plein la gueule. Et du coup, eh ben, rien que le fait que le propriétaire sorte donc l'éducateur l'a fait et tout ça, et maintenant, rien que le fait que le mec sorte la muselière, le chien devenait agressif. Anticipait le fait qu'il allait s'en prendre plein la gueule, parce que le comportement du maître changeait. On a mis le muselière, maintenant je suis beaucoup plus relou avec toi et vraiment plus méchant. Rentre dedans. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que le chien, il protégeait, enfin, il devenait agressif. Envers les propriétaires. Oui, rien qu'à la vue de la truc. Et comme il y avait un enfant, eh ben, ils ont fini par donner le chien. Et le chien, voilà. Quoi. On ne sait pas. On préfère ne pas savoir. Donc voilà, c'est vraiment important. La patience, faire appel à un bon comportementaliste, un bon éducateur, travaillant avec les bonnes méthodes. Et puis c'est long, parce que la réactivité, l'agressivité, ça se règle pas tout seul. Faut prendre son temps, prendre un peu son mal en patience. Quand on dit de voir un éducateur, c'est aussi se renseigner finalement, essayer de comprendre. Quand on a des enfants, on essaie de chercher aussi. Quand on a un chien, on essaie de chercher aussi. On espère que ces podcasts, ils vous aident aussi un petit peu. Que ça vous donne des pistes de réflexion aussi. Et puis soyez indulgents, même vous, si votre chien est pas réactif envers les propriétaires de gens qui ont des chiens réactifs, c'est pas facile. Donc voilà, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Partage, like et abonne-toi. Puis à demain. À demain. Ciao. Ciao, ciao.